Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un conseil un peu extraordinaire, hein, puisqu'il s'agit pas mal de délibérations suite à la démission de Monsieur Lemeute de son poste d'adjoint. Je ne sais pas d'ailleurs si Monsieur Lemeute, vous voulez vous exprimer maintenant ou plus tard ou... Ben, on peut faire maintenant. On va faire après. Alors donc j'ai préparé comme un texte d'explication parce que bon, même je pense que si beaucoup n'ont pas été surpris du tout de ma décision de démissionner dans mon poste d'adjoint, certains, y compris auprès de la majorité qui n'avaient pas tous suivi les épisodes, ont pu être interloqués. Dans la minorité et de l'opposition, il y a eu certains qui ont été interloqués puisque j'ai reçu un petit message en disant c'est une boîte mail qui a été piratée. Donc voilà, je souhaitais m'exprimer et dire en quoi mon départ n'était pas un départ lié à un burn-out, à une activité professionnelle, à une crise d'adolescence, mais à un désaccord politique avec la façon dont est gérée la commune aujourd'hui. Quand j'ai quitté la médecine générale il y a 12 ans, j'ai écrit un livre intitulé « Médecine générale, courage, fuyons », dans lequel j'expliquais les difficultés du métier, la crise démographique à venir, crise que nous allons vivre pleinement à Vezins en cette fin d'année. Aujourd'hui, je pourrais reprendre le même terme pour expliquer ma démission, tant il aurait été plus simple pour moi de rester à mon poste en acceptant un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à mes valeurs. Mes doutes sur le fonctionnement de la liste de développement solidaire et durable ont commencé dès la campagne, quand malgré nos nombreuses demandes d'explications sur la réalité des finances de la commune et les possibilités de projet, les réponses de notre tête de liste et adjoint aux finances sortant étaient floues. Et comme aurait dit une éminente membre du PS, quand il y a du flou, les éléments que nous avions étaient ceux tirés du bilan 2019 présenté par l'adjoint aux finances de l'époque, aujourd'hui maire. Notre endettement est aujourd'hui stabilisé, la dette par habitant se situe à l'un des niveaux les plus faibles parmi les communes de même strate de Rennes Métropole. Les annuités constantes verront un remboursement du capital en progression, une diminution des frais financiers. Les excédents de fonctionnement nous donneront une capacité d'autofinancement. Notre bonne situation budgétaire restaurera la confiance des banquiers pour de futurs emprunts. Le fonds de compensation de TVA et les subventions nous permettront d'équilibrer le budget. Au-delà de la réalité financière bien moins bonne que décrite, se profile un mode de fonctionnement sur le modèle « Faites-moi confiance » qui s'est peu à peu transformé en « Je dirige » avec une réponse stéréotypée aux propositions. Nous n'avons pas de marge de manœuvre. La liste était pourtant bâtie notamment, je cite le blog, tel le projet auquel nous souhaitons associer tous les habitants de notre commune. Une telle ambition démocratique nous engage à impulser un dialogue constant avec vous en vue de promouvoir le mieux vivre ensemble. Aussi, animés par le souci d'être à l'écoute de tous, nous aurons la volonté d'impulser un dialogue constant avec la population. Ainsi, en sus du comité des sages et du conseil d'enfants, nous mettrons en place des comités consultatifs sur les nouveaux projets en prise avec votre vie quotidienne et celle de vos familles, des budgets participatifs pour répondre à vos aspirations. De même, dans West France du 28/9/2009, ce qui importe, c'est de rassembler les personnes autour de valeurs de gauche républicaines et environnementales, des valeurs comme le respect des hommes, de la nature, de la solidarité, la laïcité, c'est-à-dire la liberté de pensée, d'expression, la liberté de croyance. En posant pour principe l'écoute, la tolérance, la concertation citoyenne. Il est très important que la population et les associations participent à l'évolution de Vezins dans le cadre d'une participation citoyenne avec les élus, insiste le candidat. Dans les prochaines semaines, le candidat présentera son programme avec pour priorité entre autres le restaurant scolaire et le réaménagement du bourg. Durant ce mandat, nous avons redressé les finances, ce qui va permettre de lancer de nouveaux projets. Et j'ai très envie de participer à ces réalisations, de voir le résultat de nos efforts, avance René-François Houssin. Certes, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Dans les faits, la participation citoyenne est plus crainte que souhaitée. Les associations sont informées mais ne sont nullement impliquées dans la réflexion quand elles ne sont pas considérées pour certaines comme hostiles. Quant aux nouveaux projets,
Des décisions sont prises avec un minimum de concertation avec les élus de la majorité. L'exemple extrême étant la réorganisation des services où les élus ont été amenés à donner des avis à la marge sur un projet bouclé dans un comité de pilotage où seul le maire était présent comme élu de la majorité. Il s'agit pourtant d'une orientation majeure puisqu'elle amène à une augmentation de 10% de la masse salariale avec un impact forcément important sur les investissements. Les besoins réels contenus dans la démographie auraient mérité un vrai audit plutôt qu'un questionnaire d'opinion qui n'a pas intégré les élus. C'est cette décision qui a été pour moi la ligne rouge, même si dès le mois de février, j'avais prévenu le maire que je ne continuerais pas si les orientations n'étaient pas prises par le collectif qu'il a porté à son poste et si les enjeux financiers et programmatiques n'étaient pas clairement mis sur la table. D'autres éléments ont eu leur importance. L'absence de programme prévisionnel d'investissement valide qui fait que l'on ne sait toujours pas ce qui est prévu pendant les 5 ans qui viennent, notamment en ce qui concerne la rénovation des salles de sport, au programme de cette mandature comme de la précédente. La tentative de passage au forceps de la semaine de 4 jours à l'école publique. Ça a été l'occasion pour l'opposition de penser que son avis comptait enfin. Dans les faits, son avis était seulement ponctuellement utile pour contrer l'avis pour le moins partagé de la majorité. Je ne pensais pas que vous étiez naïf à ce point-là. Le vote en bureau municipal d'une stabilité des recettes de fonctionnement sans argumentaire, vote non prévu dans un ordre du jour diffusé 3 heures avant le bureau. Quel respect pour les adjoints et les délégués. Chacun se retrouvera pas dans mon analyse de la situation, les faits que j'ai décrits sont vérifiables. Je suis le seul à partir, un délégué l'a déjà fait, mais mes interrogations sont partagées par d'autres membres de la majorité. À un moment, la question se pose de savoir si on est mieux dedans ou dehors. Habitué à réfléchir professionnellement en termes d'efficacité et de tolérance, j'ai fait le choix difficile de rendre public mon désaccord en pensant que le mode de fonctionnement n'avait pas de raison de changer. Mon respect du groupe a fait que je me suis abstenu de critiques publiques jusqu'à ce moment sur le mode « un adjoint, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Paraphrase de M. Chevènement pour les plus jeunes qui ne sont pas très nombreux ici. Je suis d'ailleurs, ironie d'histoire avec un petit h, l'auteur du texte de la majorité dans le dernier Vezinois. J'ai choisi d'être élu indépendant et non opposant, car je reste attaché au programme que nous avons défendu lors de la campagne, plus d'ailleurs dans ce qu'il contenait sur le mode de gouvernance ouvert et respectueux des élus et des citoyens, que de tel ou tel projet, tant il est vrai que la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Lors de ma présentation dans le Vezinois en début de mandat, j'ai dit enthousiasme, transparence, lucidité. Un an après, la lucidité est toujours là, la transparence n'est pas à l'ordre du jour et l'enthousiasme est donc retombé. En espérant sans y croire que ma décision fera évoluer les choses et permettra à la majorité de fonctionner efficacement en utilisant l'intelligence collective de ses membres qui présentent un profil de compétence et de curiosité fort notable, il s'agit de redonner de l'ambition au projet, y compris avec les autres membres du Conseil qui sont des adversaires politiques et non des ennemis. Cela passe aussi en valorisant les énergies des Vezinoises et des Vezinois, notamment par le partenariat renouvelé avec les associations. Alors peut-être nous retrouverons-nous. Pour la petite histoire, il y a 4 ans, entre mon livre Courage fuyant et mon installation à Vezin-le-Coquet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Si vous voulez bien, on va passer donc à l'appel. Alors, Monsieur Nabi Aftima, Antoine Boniface, Charlène Boquet, Michel Boucard, ok, Laurence Caillard. Donc, Mario Damotin, il est absent, il a donné un pouvoir à Monsieur Boquet. Jérémy Desté, Jean-Louis Dureuil, absent, a donné un pouvoir à Monsieur Monteau. Huguette Duplaine, Boucherel Asnaoui, Chantal Friquet, absente, a donné un pouvoir à Gisèle Hutto. Marie-Noël Gallet, Daniel Gobert, Houssin présent, Gisèle Hutto. Pierrick Jouff est absent et effectivement ce sont des gens qui ont tous des motifs sérieux, notamment notre ami Pierrick qui avait une réunion dans le cadre avec l'Heureux, etc. Par rapport donc à la police de l'eau. Enfin bref, sa présence était vraiment indispensable là-bas. Il s'est excusé auprès de vous, comme tous les autres élus absents. Donc Marie-France Lahaye, Paul Lemotte, Madeleine Lecronier, Laurent Leport, Alain Malingre, Denis Monteau, Valérie. Pardon.
Non, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est pas grave. Jean-Louis Duroy, donc, qui vous donne pouvoir. Ok, donc Valérie Pereira est absente et donne le pouvoir à Alain Malingre. Fabienne Pouchic, présente. Martine Kellock, Aurélie Kemener, Clarisse Renou, Didier Schlagdenoffen, Olivier Vacher. Ok, merci beaucoup. Donc le quorum est largement atteint. Donc si vous voulez, on va commencer d'abord par rapport comme vous le savez, il y a deux de nos élus de la majorité donc, qui sont mutés à La Réunion. Donc c'est un peu compliqué de revenir effectivement aux conseils municipaux quand on se trouve effectivement à 8000 km. Donc il y a deux démissions, Laura Franqueville et Nicolas Kereneur. Et on va donc procéder à l'émission dans l'ordre de la liste, effectivement, de deux autres conseillers. À savoir, c'est la délibération Finance Administration Générale d'émission d'un conseiller municipal. Comme vous le savez, j'ai gardé donc la délégation de ressources humaines, puisque c'est conforme aux décisions prises par le maire après pour les différents arrêtés. Monsieur le maire informe l'Assemblée que par lettre reçue le 5 octobre 2021, Monsieur Nicolas Kereneur, conseiller municipal, a adressé sa démission de ses fonctions de conseiller municipal à Monsieur le maire. Conformément à l'article L2121-4 du CGCT, l'information a été transmise à Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine. Conformément à la réglementation article L2122-9 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus où s'applique le scrutin de liste, le remplaçant d'un conseiller est effectué par appel au suivant de la liste. Monsieur Michel Boucard a accepté d'occuper ses fonctions. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Michel Boucard au sein de ce conseil municipal et de la modification du tableau du conseil municipal. Donc c'est juste une prise d'acte. Michel, si tu veux bien te rapprocher de la table, s'il te plaît, est installé. Voilà, donc deuxième délibération d'émission d'une conseillère municipale. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée que par lettre reçue le 5 octobre 2021, Madame Laura Franqueville, conseillère municipale déléguée, a adressé sa démission de ses fonctions de conseillère municipale à Monsieur le maire. Conformément à l'article L2121-4 du CGCT, l'information a été transmise à Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine. Conformément à la réglementation article L2122-9 du Code général des collectivités territoriales dans les communes de 3500 habitants et plus où s'applique le scrutin de liste, le remplacement d'un conseiller est effectué par appel au suivant de la liste. Madame Coralie Alain a renoncé à son mandat. Le suivant de liste, Monsieur Olivier Vacher, a accepté d'occuper ses fonctions. Il est proposé au conseil municipal, de prendre acte de l'installation de M. Olivier Vacher au sein de ce conseil municipal et de la modification du tableau du conseil municipal. Donc Olivier, si tu veux bien nous rejoindre, merci. Donc voilà, nous sommes toujours bien sûr 29 conseillers. Donc c'était les deux premières effectivement délibérations. Bienvenue à tous les deux parmi nous. J'ai oublié de le dire. L'élection, la délibération suivante, donc c'est l'élection d'un nouvel adjoint. Donc c'est une élection qui se fait au scrutin secret. À savoir, on va peut-être approcher l'urne. Madame Bélanger va s'en occuper. Je vais vous rappeler un petit peu le déroulement de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller municipal a l'appel de son nom. Alors pour les gens qui ont bien sûr des pouvoirs, ils votent deux fois, mais ils votent pour le deuxième lorsque son nom est appelé. C'est la règle. Donc chaque conseiller municipal à l'appel de son nom s'est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme. Donc j'ai oublié de dire qu'effectivement le président c'est le maire, donc sauf erreur de ma part c'est encore moi. Et M. Gobert donc, a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. Au niveau donc, des assesseurs, comme la dernière fois, à savoir le 23 mai 2020, nous avions retenu les deux personnes les plus jeunes, à savoir Madame Clarisse Renou et Monsieur Jérémy Desté, qui sont bien sûr présents. Voilà. Donc je continue le déroulement, j'ai été peut-être un petit peu vite.
Donc le président a constaté, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Bon, on n'a pas amené une urne parce que quand même c'était un peu lourd et un peu compliqué à amener, mais on a une superbe boîte de carton. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom a été enregistré. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés, les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close, jointe au procès verbal, portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs, qui sont décomptés séparément et annexés au procès verbal. Ils n'entrent pas en compte donc pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Lorsque l'élection n'a pas été acquise lors d'un des 2 premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouvel tour de scrutin. Bon, c'est la règle habituelle. Il y a un problème? Non, je disais, on n'avait pas été. Si on ne souhaite pas voter, Oui. c'est aujourd'hui ou c'était avant? Si vous souhaitez pas voter, C'est rédigé comme si c'est rédigé, ça c'est le PV. Je vous ai lu le PV, effectivement. Donc je n'ai pas mis au présent, je l'ai mis au passé. Donc vous pouvez voter blanc. C'est comme d'habitude, vous pouvez voter blanc, vous pouvez ne pas participer au vote, etc. Et si vous participez pas au vote, lorsque votre nom est appelé, donc vous précisez que vous participez pas au vote. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez tous... Est-ce que vous souhaitez avoir des enveloppes ou est-ce que... Pardon? C'est comme vous voulez. Hein. Monsieur Manteau? Donc, on vote pour la nomination du premier adjoint. Ça peut être n'importe quel conseiller municipal. Oui, tout à fait. D'accord. Hein, c'est-à-dire que bien sûr, la règle, c'est que c'est le deuxième adjoint qui passe premier. Hein, Oui, ça, c'est une règle d'accord. préfectorale. Mais s'il y a des candidats, il y aura effectivement... ils seront pris en compte et on procédera au vote. Hein. D'accord. Voilà, donc justement, il y a donc la deuxième adjointe, Gisèle Hutto, qui passera donc première adjointe, hein, je pense. Et je voulais savoir donc s'il y avait effectivement d'autres candidats. Monsieur Monteau, d'accord. Donc moi j'ai pas eu mon petit papier. Vous voulez pas que je... Ah si, il est là, pardon. Donc voilà, chacun donc rempli. Alors soit Monsieur Monteau, soit effectivement Madame Hutto. Et puis les gens qui ne souhaitent pas voter lorsque j'appelle leur nom, ou soit un vote blanc bien sûr, hein, et ceux qui ne veulent pas voter, on l'exprime lorsque j'appelle le nom. Donc au niveau donc, du secrétaire de séance, il y aura bien sûr un contrôle comme quoi il n'y a qu'un papier bien entendu qui est déposé dans l'urne. Voilà, donc je vous remercie. Vous pouvez mettre d'ailleurs éventuellement, si ça ne vous dérange pas, juste le prénom, non Non, d'accord. Donc on met le nom... et prénom. Les opérations de vote et de dépouillement ont eu lieu. Donc, il y a eu effectivement 22 voix pour Gisèle Hutto, 4 pour Denis Monteau, et donc il y a 3 personnes qui ne participaient pas au vote. Donc, ce qui nous donne bien donc, le nombre de 29, le nombre de nos conseillers. Donc félicitations Gisèle. Merci. Donc alors, effectivement, la règle à ce niveau-là, au niveau du texte de loi, c'est qu'il y a un avancement normal, en fait, c'est-à-dire que la personne qui était 3e adjoint devient 2e. Là, il n'y a pas de délibération à prendre. Hein, ça, on respecte effectivement la règle préfectorale du fait que le 2e adjoint devient le 1er, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc on va continuer avec, excusez-moi, j'ai perdu une décision modificative du nombre d'adjoints. Donc
Donc effectivement, il y avait 8 adjoints et on a décidé donc de supprimer un poste. Il y a des restructurations, des consolidations au niveau de certains de mes collègues adjoints et également d'ailleurs conseillères déléguées. Donc on va essayer de fonctionner comme ça. Si on s'aperçoit au bout de quelques temps que c'est pas obligatoirement la meilleure solution, on pourra éventuellement revenir sur notre décision. Mais le but, c'est effectivement d'essayer de fonctionner avec 7 adjoints au lieu de 8 comme c'était le cas auparavant. Donc, Monsieur le maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. En vertu de l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. Suite à la démission de M. Paul Lemeute du poste de premier adjoint, il est proposé aux membres du conseil municipal de porter à 7 le nombre de postes d'adjoints. Voilà, donc est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a déjà... D'accord, j'y arriverai. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 3. Donc 3 abstentions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Ok. Donc avec les pouvoirs, effectivement... Bien sûr. Oui. Donc on est satisfait en fait de réduire le nombre d'adjoints à 7 puisque c'était la proposition qu'on avait faite lors de la campagne électorale. Bien, donc on va passer à l'autre délibération qui est directement liée, puisqu'il s'agit donc de la modification de fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers. Donc le maire rappelle que le calcul des indemnités de fonction des membres du conseil municipal est fixé en application de l'article L21 23 20 et suivant du CGCT. Par délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal avait fixé les attributions comme suite. Le maire, 50% de l'IBT, indice brut terminal de la fonction publique. Premier adjoint, 20% de l'IBT. Deuxième au 8e adjoint, 15%. Les 4 conseillers délégués, 6%. 16 conseillers municipaux, donc à 0,4286%, ce qui représentait donc approximativement 200 € donc, par an. C'était la première fois que ça se faisait. Et voilà où on en est. Considérant la démission de M. Hugues Doche, conseiller délégué du 5 janvier 2021, la réduction du nombre d'adjoints mise au vote le 19 octobre 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer les attributions suivantes: le maire 50% de l'IBT, premier adjoint 20%, du deuxième au 7e 15%, 3 conseillers délégués 6%, 18 conseillers municipaux à 0,4286% de l'IBT et de la fonction publique, soit donc approximativement 200 € par an. De verser mensuellement ces indemnités, sauf les indemnités des 18 conseillers municipaux, qui seront versées annuellement en décembre. Ces indemnités seront revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote? Je vous en prie, madame. En euros, ça fait combien pour le monsieur le maire Alors, monsieur le maire, en brut, ça fait 1945 €, ce qui fait 1400 et quelques en net. Premier adjoint, ça doit être autour de 778 en brut. Les autres adjoints, 583 € en brut. Conseiller délégué, 233 € et 200 € par an, par contre, effectivement, pour les conseillers. Voilà, c'est tout. Donc, en l'occurrence, cette suppression d'un poste d'adjoint et d'un poste de délégué aussi, ça représente à peu près une économie en brut de 9800 € par an. Voilà. Mais c'est de l'argent bien mérité, si c'est ça la fond de votre pensée, c'est ça. Voilà. D'accord. Non, mais c'est la question que je me posais. Donc, si vous voulez, on va passer... Alors, je ne sais pas, en théorie, il y a certaines délibérations qui doivent être prises vote à bulletin secret, à savoir avec à chaque fois, donc, bien sûr, un petit papier, etc. Ce sont des délibérations modificatives des commissions communales. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un aurait contre le fait qu'on vote à main levée plutôt qu'à bulletin secret? Tout le monde est d'accord? Ok, je vous remercie, ça va être plus simple. Pardonnez-moi, je reviens donc sur cette délibération de fixation des indemnités maire adjoint et conseiller.
Donc, est-ce que tout le monde participe au vote, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des votes contre? 3. Ah oui, d'accord. Donc 4 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions. Ok, donc, et 6, donc 23 qui sont pour. Merci beaucoup, je vais vous y aller trop vite. Donc on est arrivé à la délibération suivante, donc désignation modificative des commissions communales. Donc on a convenu qu'on était d'accord pour un vote à main levée. Donc je répète l'exposé, l'article L 21-21-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Par délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal a proposé la constitution de 8 commissions. Suite à la révision du nombre d'adjoints au maire, il est proposé de revoir l'organisation des commissions en 7 thématiques comme suit. Il est précisé que chaque commission sera présidée par l'adjoint délégué et représentée selon le tableau en pièces jointes. Donc un E. Je le mets. Il est précisé que plus généralement, les commissions sont ouvertes à l'ensemble des élus. Alors c'est vrai que chaque commission, comme vous le savez, a entre guillemets des délégués qu'on peut appeler titulaires, mais on a décidé que tout était ouvert, à savoir que chaque élu a la possibilité d'assister et bien sûr de participer à chacune des commissions, même s'il n'est pas explicitement donc nommé, dans le cadre effectivement de ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez eu le tableau, là, je pense, qui était joint en annexe. Là. Vous avez effectivement le détail de chaque commission. Il y a une demande de Mme Lahaye, mais qui est arrivée après que les rapports, etc., soient partis. Et Mme Lahaye, donc, souhaitait, sauf erreur de ma part, être au patrimoine communal, c'est ça, et urbanisme. D'accord. Donc on vous rajoutera à ce moment-là donc à la liste des gens qui participent déjà. Donc action sociale et solidaire, donc c'est la délégation de Madame Hutto. Vous voulez que je vous lise à chaque fois les noms ou quoi? Non, ça va aller. D'accord. Donc, patrimoine communal, urbanisme, accessibilité, développement économique, projet structurant. Donc, c'est l'adjoint de Monsieur Jouff. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Jouff a récupéré donc une partie des délégations qui étaient avant donc celle de Monsieur Lemeut, notamment au niveau des projets structurants. Puis il y a eu d'autres petits transferts un petit peu sur d'autres élus. Voire j'ai pris également quelques autres responsabilités. Donc en 3, affaires scolaires enfance, Madame Elasnaoui. En 4, culture communication, Monsieur Malingre. 5, développement solidaire et durable, Madame Kemener. En 6, finance, administration générale, état civil, sécurité, Monsieur Schlagdenhofen. Donc Monsieur Schlagdenhofen, donc il récupère effectivement l'état civil et la sécu. En 7, vie associative et sport, Madame Kellock. Voilà, donc vous avez effectivement tout le détail, il n'y a pas... Il n'y a pas de gros changements puisqu'on a restructuré suite à la suppression de ce qui était vraiment la délégation précédente, projet structurant. On a regroupé et les élus qui étaient dans cette commission-là ont été transférés avec leur accord, bien sûr, sur cette nouvelle délégation donc, de M. Jouff. Vous avez des questions peut-être? Oui. Merci. Effectivement, il y a dans la liste des élus qui ne se sont positionnés sur aucune commission. Mais si on considère que d'être aux commissions fait partie de l'exercice effectif d'un élu ou des fonctions, et c'est aussi lié aussi à la perception des indemnités, c'est un petit peu dommage qu'il y ait des élus qui ne se positionnent sur aucune commission, puisqu'ils percevront les indemnités comme tout à chacun. D'accord. Alors il faut savoir quand même que les élus travaillent même s'ils ne participent pas aux commissions et que les élus qui ont des emplois qui sont parfois excessivement prenants ont décidé de s'investir quand même, c'est pas pour les 200 € par an, mais ils n'ont pas obligatoirement toujours la possibilité, de par leurs horaires de travail. C'est vrai que je ne vais pas nommer certaines personnes, mais il y en a qui arrivent chez eux et parfois à 19h30, voire 20h, et c'est effectivement très compliqué de participer aux commissions. Donc c'est pas parce qu'un élu ne participe pas aux commissions et qu'il n'est pas effectivement efficace par ailleurs, quoi. Quand même on travaille ensemble, on se voit. Donc il est donc proposé au conseil municipal de valider les commissions municipales ci-dessus et désigner les membres qui les composeront.
Donc, mis à part cette question-là, il y a d'autres questions ou... Non, d'accord. Bon, est-ce que tout le monde participe au vote? Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Des votes contre? Non, d'accord. Donc il y a 28 pour et une abstention. Donc finance administration générale, modification des membres de la commission d'appel d'offres. Donc là c'est la même question que tout à l'heure. Il y a toute une série comme ça. Est-ce que vous acceptez pour l'ensemble de ces délibérations qu'on vote à main levée et non pas à bulletin secret? Personne ne s'y oppose, je vous remercie. Donc, vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, vu la démission du conseil municipal de M. Armel Mort, conseiller municipal suppléant de la commission, il y a un haut en trou là, la commission d'appel d'offres, vu la démission de M. Paul Lemeute de ses fonctions de premier adjoint titulaire de la commission d'appel d'offres, l'article L 1411-5 stipule que dans les communes de plus de 3500 habitants, la commission sera composée du président, le maire ou son représentant, et par 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Afin de respecter la représentativité de cette commission, il convient donc de remplacer les deux membres de la commission d'appel d'offres, et ce pour la durée du mandat. Il est proposé au conseil municipal de procéder au remplacement des membres suivants, des membres sortants comme suit. Madame Gisèle Huttot, membre titulaire en remplacement de Monsieur Lemeute. Madame Madeleine Lecronier, membre suppléante en remplacement de Monsieur Armel Mort. Donc, est-ce que vous avez des questions ? En fait, commission permanente d'adjudication ou d'appel d'offres, la CAO. Titulaire, donc, si tout le monde est d'accord, Madame Gisèle Huttot, Monsieur Pierrick Jouff, Didier Schleck-Denoffen, Aurélie Kemener et Madame Lahaye Marie-France. Et en suppléant, Madame Renou Clarisse, Madame Valérie Pereira, Monsieur Alain Malingre, Monsieur Jérémy Lesté et Madame Lecronier Madeleine. Les opérations de vote et de dépouillement ont eu lieu. Il y a donc une non-participation au vote, et autrement il y a 28 votes favorables donc, à la liste proposée. Merci. Donc c'est adopté. Ensuite on passe à la délibération. J'aurais juste une petite remarque à faire. Juste pour dire que je n'avais pas démissionné de mon poste à la commission d'appel d'offres et que je vérifierai si le vote qui a été fait aujourd'hui est valable. Ça a été vérifié. Je vérifierai quand même. Bien sûr, vous avez le droit. Bien, Madame Bélanger, je me pose une question là par rapport au correspondant défense. C'est aussi un vote bulletin secret ou quoi là? Je suis un peu perdu là. Non, d'accord. Donc là fait partie des choses par contre pour lesquelles on a accepté de voter à main levée. Hein. Donc décision modificative du correspondant défense, vu la loi 97-10-19 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d'un correspondant défense au sein de chaque conseil municipal, vu la démission de M. Paul Lemeute de ses fonctions de premier adjoint en date du 6 octobre, considérant que le correspondant défense est l'interlocuteur privilégié des services de la préfecture, qu'il a vocation à développer notamment la réserve opérationnelle et citoyenne, qu'il sera susceptible de s'occuper notamment du recensement militaire. Voilà, donc les membres du conseil municipal sont appelés à procéder à la désignation du correspondant défense. Donc je me présente à ce poste-là, je ne sais pas s'il y a d'autres postulants. Monsieur Monteau. Ok, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, qui vote pour Monsieur Monteau? 3, 4, pardon, excusez-moi. D'accord. J'ai oublié de demander d'ailleurs si tout le monde participait, excusez-moi, si tout le monde participait au vote. Donc, 2, d'accord. 2 non au vote. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un a une abstention? Et donc, est-ce qu'il y a des votes contre? D'accord, une abstention. Bien, donc il y a 4 personnes pour Denis Monteau. Donc Houssin, même chose. Qui vote pour Houssin? Est-ce que tout le monde participe au vote?
A priori, oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non? Qu'est-ce que vous dites? D'accord. Non, mais si tout le monde vote contre moi, y compris moi... Question pour la commission. C'est quelque chose de relativement important. Et l'autre fois, on l'a bâclé en 2 minutes. Alors, si on a des rôles, s'il y a un problème, je pense qu'il y a un conseil spécifiquement à ça qui doit se faire plutôt que... Parce qu'on ne sait pas, l'autre fois, on a nommé telle personne responsable de ceci et de cela, et on ne comprend rien des fonctions qui est attribuée lorsqu'il y a un problème. Merci. Écoutez, il y a des structures très précises qui sont décidées, comme là, le correspondant défense, c'est des choses très précises qui sont désignées par la préfecture. Voilà, c'est indiqué. Le correspondant défense est l'interlocuteur privilégié des services de la préfecture. Il a vocation à développer notamment la réserve opérationnelle des citoyennes. Et il sera susceptible de s'occuper notamment du recensement militaire. Donc, on ne doit pas faire une répétition ou quelque chose dans ce genre-là? Là, non, c'est pas une sécurité. À savoir, il y a pas, s'il y a le feu effectivement à la mairie, il faudrait qu'on puisse faire des exercices, c'est clair. Mais là, au niveau du correspondant défense, non, c'est pas tellement ça. Bien, on fait un seul vote, voilà. Donc, il y a Monsieur Monteau et Houssin, donc qui est pour Monsieur, qui ne participe pas au vote, mais d'une façon générale cette fois, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, tout le monde participe au vote. Qui s'abstient? Donc, 3 personnes. Ok. Donc, qui vote pour Monsieur Monteau, puisque donc ça fait 4 voix. Qui vote pour Houssin? Donc, voilà. Donc, normalement, sauf erreur de ma part, ça doit faire 27. C'est ça? D'accord. 27 et 2 abstentions. Merci beaucoup. Excusez-moi du cafouillage, mais j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Ça fait pas 27. Oui. Oui, pardon. 2 abstentions. 4 votes pour Monsieur Monteau. 3 abstentions. 3 abstentions. 4 votes pour Monsieur Monteau. Et 22 votes pour moi. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en ce moment. Donc, administration générale, on va passer sur l'autre délibération, modification relative à la désignation des délégués titulaires et suppléants de la commune au Sirénor. Donc, vous avez la liste qui est là. Adjoint au maire comme délégué titulaire représentant la commune au comité syndical du Sirénor en remplacement de M. Paul Lemotte. Et donc, de désigner M. Aftim. Ah, attendez, moi je m'y retrouve plus moi dans les notes là. Monsieur Meur a démissionné et donc il devait être remplacé dans le plan par Madame Lecronier. Finalement, il est remplacé par Monsieur Aftim. Jusque là, je suis bon, d'accord. Madame Lecronier devient titulaire à la place de Madame Marie-France Lahaye. Oui, c'est ça. Voilà, on est carré. Et Gisèle Huttot, donc adjoint au maire comme délégué titulaire, représentant la commune au syndicat intercommunal, etc. Ok, j'ai un peu de mal ce soir. Ok, de prendre acte de la nouvelle composition des représentants de la commune au comité syndical du Sirénor, telle que décrite dans le tableau joint en annexe de la présente délibération. Donc le tableau, bien sûr, qui est modifié en conséquence. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote ? De prendre ainsi acte. Oui, il n'y a même pas besoin de vote. Oui, tout à fait. Donc on prend acte. Je pensais qu'il y avait une délibération à prendre, mais bon. Alors, nous allons voter, donc, si vous voulez bien, pour désigner Madame Lecronier comme conseillère titulaire. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote ? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Un vote contre ? Abstention, d'accord. Ok, donc une abstention et 28 pour. Donc, Gisèle Huttot, comme délégué titulaire, est-ce que tout le monde participe au vote ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Une abstention. Est-ce qu'il y a des votes contre ?
Non, donc même chose, 28 pour. Donc Monsieur Haftim, comme délégué suppléant, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, une abstention? Ok. Donc 28 votes pour. Et maintenant, donc, de prendre ainsi acte de la nouvelle composition des représentants de la commune au comité syndical du Siréner, telle que décrite dans le tableau de joint en annexe de la présente délibération. Bien, on va y arriver, hein, c'est dur. Alors, on arrive à la 10. Siréner, modification de la composition des commissions. Donc, par délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal désignait les membres des commissions du Siréner Finances, Ressources humaines, Point Accueil Emploi, Études, Section Transition écologique, Communication et Information. Le conseil municipal a désigné pour chacune des commissions des représentants titulaires et des représentants suppléants de la commune. Ainsi, Mme Kellock-Martin et M. Morin-Armel ont été élus représentants titulaires au sein de la commission Finances, M. Schlagdenhofen, Didier, suppléant. Or, M. Armelmer ayant démissionné, il convient de procéder à son remplacement. Il est donc proposé de nommer Mme Madeleine Lecronier en tant que déléguée suppléante de la commission Finances, à moins qu'il y ait effectivement d'autres personnes qui soient intéressées. Monsieur Armelmore est élu représentant titulaire. Et or, Monsieur Armelmore ayant démissionné, il est proposé de nommer Madame Lecronier comme suppléant. Il y aura un suppléant de plus et un titulaire en moins. On vérifie. Titulaire, donc il y a effectivement une coquille. Hein. Bien, c'est bien de l'avoir relevé. C'est vrai qu'on a énormément de travail en ce moment et on fait un peu tout en catastrophe. Donc, monsieur, excusez-moi, non. Donc, madame Lecronier, donc en tant que déléguée titulaire, excusez-nous. Ok. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ok, donc unanimité. Le SIAZER, donc on passe plutôt du côté du SIAS, la modification de la désignation des délégués de la commune de Vezin-le-Coquet. En pièce jointe, donc normalement vous devez avoir quelque part, il y a 2 lignes là, ce tableau-là. La liste, monsieur le maire rappelle que la commune de Vezin-le-Coquet est membre du syndicat intercommunal d'action sociale à l'ouest de Rennes, SIAZER, dont dépend le centre intercommunal d'action sociale à l'ouest de Rennes, le SIAS. Comme chaque commune adhérente, Vezin-le-Coquet dispose de 2 délégués titulaires au comité syndical du SIAZER. À la suite de la démission du conseil municipal de M. Paul Lemotte de sa fonction de premier adjoint, il convient de procéder à son remplacement en fonction de délégués titulaires au sein de ces structures. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner Madame Martine Kellock, adjointe au maire, comme déléguée titulaire au SIAZER en remplacement de Paul Lemotte. Est-ce qu'il y a éventuellement des candidats pour ce poste? Non. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Non. Ok, je vous remercie. Donc, unanimité. Et il me manque la 7e page qui est cachée, je ne sais pas où. Voilà. De prendre acte de la nouvelle composition de la composition des représentants de la commune au comité syndical du SIAZER, tel que décrit dans le tableau joint en annexe de la présente délibération. Donc après la délibération, on prend acte. Désignation du représentant à la LEC. Donc, conformément à l'article L21-21-33 du CGCT, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par des dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Monsieur Paul Lemotte a assuré la représentation de la commune au sein de l'Agence de l'énergie et du climat du Pays de Rennes jusqu'ici. Suite à sa démission dans ses fonctions de premier adjoint, il est proposé de procéder à son remplacement. Le conseil municipal est appelé à nommer son ou sa remplaçante. Aujourd'hui, il y a donc 2 candidats, Madame Aurélie Kemener et Monsieur Monteau. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Alors, je ne suis pas candidat parce que je connais la discipline de vote, donc ça ne sert à rien que je sois candidat. Je voulais juste signaler que j'avais proposé quand même de garder cette mission. J'avais envoyé un mail le 28 septembre. Par ailleurs, en dehors des délégations internes, je suis effectivement au SIAS et à l'ALEC. Je souhaite savoir si j'y reste, notamment à l'ALEC où je participe activement au bureau. Je suis engagé pour des rencontres nationales des ALEC à Lyon le 25 et 28 et 26 novembre, mais il n'est pas utile que je maintienne si je dois quitter l'ALEC. J'ai reçu la réponse à ce mail par la directrice de l'ALEC avec laquelle j'ai entretenu pendant 1 an et demi des relations très intéressantes et avec elle, et y compris avec Olivier Dehaes, qui est le maire d'Assigné, qui est à la fois, tel que je l'ai vu à l'ALEC, quelqu'un d'extrêmement compétent dans son domaine et de très ouvert dans la discussion. Donc je souhaite... j'ai déjà prévenu que la personne qui allait prendre ma suite était très compétente et qu'elle prendrait très, très positivement ma suite, mais je pense qu'elle ne sera pas au bureau. Et donc la commune de Vezin-le-Coquet perd une place au bureau de l'ALEC, sachant qu'il y a simplement 5 personnes au bureau de l'ALEC. Je vous remercie, Monsieur Lemotte, pour l'excellent travail que vous avez fait à l'ALEC. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, nous avons 2 candidats, Madame Kemener et Monsieur Monteau. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc, là, on fait qu'un vote aussi, bien sûr. Il n'y a pas d'abstention. Donc, qui vote pour Monsieur Monteau? Donc, 4 personnes. Madame Kemener. D'accord. Monsieur Lemotte, vous vous abstenez ou une abstention avec Donc ça fait 5 abstentions. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc on a, je pense, terminé toutes les délibérations. Nous allons enchaîner, si vous voulez, il avait été demandé de faire un suivi des réalisés par rapport au budget primitif 2021 au niveau donc des dépenses, recettes de fonctionnement et également des investissements. Donc il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là, avec un arrêté au 30 septembre. Alors je veux simplement vous indiquer que c'est pas arithmétique, savoir, on ne peut pas dire que fin septembre, on va avoir engagé les 9/12e des dépenses, puisqu'il y a des charges, notamment, je pense à la masse salariale, où il y a eu des embauches en cours du 4e trimestre, et il y a une prime qui est versée effectivement au mois de décembre, donc il ne faut pas raisonner en règle de 3. Et je passe donc la parole à mon ami Didier, qui est près de moi, et qui va vous expliquer tout ça. Bonsoir. Je sais pas si, ouais. Donc j'ai remis 2 documents. Le tableau qui compare le budget primitif et le compte administratif 2021, en effet arrêté au 27 septembre. Il fallait bien choisir une date. Et puis un document qui retrace essentiellement les dépenses d'investissement. Donc, si vous regardez le budget primitif et le compte administratif, je veux surtout mettre l'accent sur les dépenses d'investissement, mais les dépenses de fonctionnement sont arrêtées pour ce qui est des dépenses, donc à 3 118 262 € pour un budget primitif de 5 192 391. On est le 27 septembre. Les dépenses se poursuivent bien sûr jusqu'au 31 décembre et on fonctionne pendant près de 3 mois également sur les restes à réaliser entre janvier et mars. Donc c'est pour ça qu'il y a des dépenses qui sont bien entamées, d'autres moins. On le voit surtout sur les postes charges générales et charges de personnel. En matière de recettes, pour l'instant on est à 4 728 548 pour 5 873 000 de prévus.
Et le poste le plus important étant bien sûr les impôts et taxes à hauteur de 2 578 674. Il en manque encore un peu par rapport au budget primitif. Voilà pour l'aspect fonctionnement. Il y aura éventuellement des questions. Après, il y a donc l'investissement, dépenses et recettes. Là, je vous renvoie à l'autre document qui va permettre de regarder les différents postes de manière plus détaillée, toujours hors reste à réaliser. Et vous avez dans ces documents un petit code couleur en vert clair ce qui est en cours. Ça veut dire que les factures ne sont pas encore arrivées, mais les travaux sont en cours. Ce qui est marqué OK, c'est que c'est fait. Et puis ce qui est resté en blanc, ce n'est pas réalisé. Donc pour le premier poste, la mairie, on avait 99 460 de budgétisés et à la date du 27 septembre, on a réalisé de 37 096. Pour le poste éclairage public, il s'agit essentiellement de l'éclairage des complexes sportifs, des cheminements doux, 26 000 de budgétisés et pour l'instant, ce n'est pas réalisé. Opération 140 bâtiments divers. Là, on avait un budgétisé de 389 480 qui englobe bien sûr, de manière très importante, à hauteur de 300 000 euros, le restaurant scolaire, et un réalisé de 71 579. Je répondrai à des questions éventuellement ensuite, si vous le souhaitez. Pour la médiathèque, opération 142, 9 250 euros de budgétisé, un réalisé de 1 466 euros. Vous avez là aussi une opération en cours et deux lignes budgétaires qui ont été réalisées. En matière d'équipement culturel, opération 146, 3 650 de budgétisés et il n'y a rien de réalisé, mais une opération en cours. Article 21 318, GSM ascenseur. Ensuite, que j'aille dans le bon sens. L'école publique, opération 178, budgétisée à hauteur de 36 870 et un réalisé à hauteur de 51 093. Donc supérieur. Mais ça s'explique par notamment les restes à réaliser, qui ne sont pas là, qui ne figurent pas. Il y a des opérations, vous le voyez, qui ont été effectuées, 2 en cours. Une qui n'est pas faite concernant les nouvelles classes de l'école maternelle publique à hauteur de 10 000 euros, le reste s'expliquant par les restes à réaliser. Si on rajoute ces chiffres-là, on obtient bien le chiffre qui était prévu à l'origine, que vous retrouvez dans les documents du budget primitif à hauteur de 79 870 si on ajoute les restes à réaliser au budget 2021. Réserve foncière, opération 184, budgétisée à hauteur de 400 000 euros. Il s'agit bien sûr du rachat des 2 maisons rue Suclamène. C'est en cours, donc ce n'est pas pour l'instant réalisé. Complexe sportif, opération 185, ce sont les travaux de rénovation, mais qui sont en lien avec les salles qui étaient concernées par l'accessibilité. Mais là, il s'agit des travaux de rénovation budgétisé à hauteur de 148 950 et un réalisé de 10 214. Et vous le voyez, il y a beaucoup d'opérations en cours. Opération 192, espace vert environnement. Je ne sais pas si j'ai le total. Budgétisé à hauteur de 34 550, réalisé à hauteur de 11 574. Il y a 2 opérations réalisées et beaucoup ne sont pas encore effectuer notamment la plantation des arbres, ce qui explique la différence. Opération 194, voirie, réseau divers, sécurité, budgétisé à hauteur de 50 820 et on a un réalisé à hauteur de 40 339. Là aussi, beaucoup d'opérations sont effectuées. Il reste la signalisation verticale des voies communales à hauteur de 4 700 euros. Et enfin, l'accessibilité, opération 195. Là, on est bien sur l'accessibilité autour des complexes sportifs, budgétisé à hauteur de 321 000 euros, pas de réalisé, mais tout est en cours. Je crois que c'est déjà commencé ou de manière très imminente. Enfin, matériel divers, opération 47, budgétisé à hauteur de 59 330, un réalisé de 39 641. On est à peu près sur un delta de 20 000 euros, alors qu'on ne retrouve pas si on associe les 2 chiffres qui restent, qui ne sont pas réalisés, mais il s'agit tout simplement du véhicule électrique qui sera livré au mois de mai
en 2022, et là il y a une petite coquille, on aurait dû mettre en cours et non pas réalisé. Et puis une livraison, donc il n'a lieu qu'en 2022, ce qui explique cette différence. Voilà pour la présentation, poste par poste, et notamment en matière d'investissement, des dépenses réalisées au regard du budget primitif. Ces données ne comprennent pas du tout les délibérations modificatives et bien sûr les restes à réaliser, notamment dans les documents concernant le budget primitif que vous pouvez retrouver, que vous aviez eu au mois de mars. On ne prend pas en compte dans ces tableaux-là les restes à réaliser. Mais si on associe les budgets et les restes à réaliser, on retrouve bien les dépenses qui étaient prévues, puisque je le rappelle, on fonctionne jusqu'en décembre sur le budget et sur les restes à réaliser de janvier à mars. J'espère avoir été assez clair. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai deux petites questions. Je voulais savoir sur le fonctionnement, vous en êtes où dans la réclamation que vous deviez faire sur la dotation globale? On est en préparation, on ne l'a pas encore formalisée. J'ajouterais quand même qu'on a reçu effectivement un rapport très circonstancié concernant la DGF, qu'on se trouve effectivement, du moins c'était le cas en 2017, avec 100 € d'écart par rapport à la moyenne régionale et 70 € par rapport à la moyenne départementale. Donc on est intervenu auprès de M. Jacques, qui est notre trésorier, avec qui on a échangé. Il nous a redonné les informations qui avaient été communiquées en 2017, à savoir que on était considéré comme une commune pauvre, qu'il y avait un phénomène de lissage, il y avait une notion de population scolarisée, de longueur des voies. Bref, il y avait certainement un certain nombre de paramètres qui étaient tenus. Et pour finir, il y avait un lissage qui était fait par rapport aux communes qui perdaient de la population. Concrètement, il nous a clairement donc expliqué que on était actuellement dans une situation où ça évolue à raison de quelques euros par an, et qu'il faudra une vingtaine d'années pour arriver à retrouver une charge normale. Donc bien évidemment, on ne va pas arrêter là nos recherches et notre volonté de faire aboutir. Comme vous le savez, je suis pas mal investi en ce moment au niveau d'une inauguration, et j'ai eu des contacts avec les services préfectoraux. J'en profiterai donc de l'inauguration pour relancer aussi un petit peu la balle dans le camp de la DRFIP. Et on va essayer le maximum de mettre la pression. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu dénué, effectivement, et démuni par rapport à des paramètres qui vont un peu dans tous les sens. Et voilà, c'est vrai qu'on est à plus de 6000 habitants maintenant, même si on n'avait que 50%, oui, de l'écart avec la moyenne régionale. Vous imaginez, 6000 habitants par 50, ça ferait 300 000 € chaque année qui tomberaient dans nos caisses. Mais malheureusement, c'est pas aussi facile que ça, et il faut qu'on continue à travailler et avoir des rendez-vous, ce que j'ai déjà commencé à faire avec Didier, et j'espère que ça aboutira, mais c'est très compliqué. Donc on a un rapport qui fait une vingtaine de pages, et on voit le trésorier, on l'a déjà vu donc il n'y a pas très longtemps, justement par rapport à nos capacités d'investissement et la disparition rapide de nos excédents, contrairement à ce que disent de mes collègues. Effectivement, on a des plans en cours pour ça, et notamment refaire un point avec la DRFI. En complément, je rajouterais qu'on n'est pas considéré comme commune-centre, et puis on est en effet à 52 € de moyenne, quand les communes comme Mordel ou autres sont à 102, 100, 110, 117 € par habitant. On voudrait mettre en avant aussi, après tout, il y a d'autres paramètres qui ne sont pas pris en compte, le poids du logement social. On est quasiment 21%. D'autres communes, l'Ermitage, je crois, me disait l'autre jour, qui sont à 25%. C'est un critère qui apparemment n'est pas pris en compte. Donc pourquoi ne pas le mettre en avant? D'autant qu'on a atteint le seuil, qui d'ailleurs sera passé à 25% bientôt. Voilà, donc on doit travailler en effet sur ce dossier. Sur l'investissement, je voulais savoir en fait si on additionne tout ce qui est réalisé et les en cours, c'est-à-dire les prévisions jusqu'au 31 décembre, on arrivera à un taux de réalisation de combien sur l'investissement?
Alors déjà, si vous voulez, il y a quand même deux sommes importantes là, qui sont pas ressorties. Les 400 000 euros. C'est la provision effectivement du restaurant scolaire, hein, puisqu'on avait prévu 400 000 euros. Et on a, excuse-moi Didier, je me permets de répondre. Et bien sûr, les 2 maisons qu'on doit acheter, qui ne sont pas encore achetées. Et normalement, ça doit être de 400 000, c'est 400 000 euros également. Donc là, on a 800 000 euros qui ne seront pas réalisés. Ou alors, en théorie, la vente quand même de ces 2 pavillons doit être faite avant le 31 décembre. C'est-à-dire que l'achat pour nous et la vente pour Rennes Métropole, puisqu'il y a un portage foncier qui est fait par Rennes Métropole, ça fait, pour information, 15 ans que ça dure quand même. Voilà, donc ça on est obligé d'acheter ces 2 pavillons cette année, hein, c'est ce qu'on avait vu au niveau du budget primitif, et ça pèse très lourd au niveau de nos finances, bien évidemment. Voilà. Sur le restaurant scolaire, oui, je confirme qu'on avait budgété un peu plus de 300 000 et bien sûr, ces dépenses ne sont pas réalisées. On s'est servi d'ailleurs de cette ligne budgétaire pour d'autres postes, hein, pour financer d'autres postes, puisque on sait qu'on n'atteindra pas cette dépense ne sera pas réalisée à cette hauteur-là à la fin de l'exercice. Donc une petite remarque sur la dotation globale, moi je pense honnêtement qu'il faut voir ça plus comme un combat politique que financier, et le combat politique il se mène aussi publiquement. C'est vrai que quand on voit ce que peut être la dotation de certaines communes voisines par rapport à Vezin-le-Coquet, il y a une injustice flagrante, et je trouve dommage qu'on reste simplement dans les salons feutrés de l'administration pour dénoncer cette injustice flagrante. Alors, je vais quand même vous donner un scoop. Il y a des ministres qui vont venir vendredi à Vezin. Ça reste dans les salons feutrés. Et j'ai effectivement bien l'intention, puisque je suis le maire de la commune et que je dois faire un discours, de mettre effectivement le doigt sur ces problèmes-là, sachant qu'il y a bien entendu des gens que j'ai encore rencontrés aujourd'hui, toutes les huiles de la préfecture et bien entendu les services divers et variés. Voilà, donc on s'en occupe. Dont acte, on verra les faits. J'ai 2 questions. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est les différences de chiffres. Il y a une grosse différence entre les charges financières en fonctionnement dans le budget primitif et dans le réalisé. Et là, même en rajoutant 50%, d'où vient cette différence entre les charges financières prévisionnelles et le réalisé aujourd'hui? Et les intérêts d'emprunt, en fait, hein, je présume. Hein. On est à 34 000 au lieu de 85 000. Ça, c'est les charges sur les intérêts d'emprunt. Après, c'est vrai qu'on est en septembre. Bon, il y en aura un peu plus en fin d'exercice, au 31 décembre. Il y aura un tiers de plus qui est loin de nous amener à 85 000 euros. Je me permets désormais de poser en public les questions que je posais en privé jusqu'à maintenant. La deuxième chose, c'est pareil sur les immobilisations incorporelles et corporelles. Il y a un gros hiatus entre le... Et donc ce hiatus, il vient d'où? Déjà, il faut le rappeler, c'est une situation au mois de septembre. Oui, comme je l'ai expliqué, attends, je finis. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a certaines charges, notamment les frais financiers et sur les annuités d'emprunt remboursées, qui interviennent périodiquement, obligatoirement, trimestre par trimestre. Donc il y aura obligatoirement, comme chaque année, un petit écart, mais ce ne sera pas 30 000 euros d'écart. Voilà. L'autre question, c'était quoi? C'était comment s'expliquait le prévisionnel dans les immobilisations en investissement et le réalisé au jour d'aujourd'hui. Parce que d'un côté, on a près de 2 millions d'immobilisations corporelles en prévisionnel et en réalisé, on est à 296 000. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 800 000 euros à peu près qui se promenaient. D'accord. Et le reste, c'est en cours. Il y a des travaux qui sont lancés, mais qui ne sont pas facturés. Notamment tout ce qui est accessibilité sur le terrain de sport, construction, etc. Ce sont des travaux qui sont en cours ou finis, mais qui ne sont pas facturés. Là, on raisonne ce qui passe vraiment en comptabilité communale, hein, au niveau des finances. Sont pas des... Et on va pas dire c'est fini, donc effectivement, on peut mettre le montant qui avait été estimé au départ. C'est le constat et le reflet direct donc de la situation financière de la commune. Donc on est plutôt en recette dépenses qu'en créance dette, quoi.
On a des travaux en cours Oui, qui ne non, sont mais- pas payés, voilà, c'est très clair. Hein. Les travaux sont exécutés en tout ou partie et ne sont pas facturés. Décaissement. On peut dire ça comme ça. Oui, comme les professions libérales notamment, oui. Parce que c'est vrai qu'on attend les factures et il faut savoir qu'il y a des travaux pardon, avec des devis qui ont été faits, qu'il faut relancer, qu'il faut actualiser, et puis même des prestataires des entreprises qui sont à solliciter parce qu'ils ne viennent pas. On connaît le contexte en ce moment très tendu pour certains matériaux, et c'est le cas de Vezin, il y a des prestataires des entreprises qui sont prévus et qui ne viennent pas, qui n'interviennent pas, et puis par définition, ni la prestation n'est faite, et la facture n'est pas par principe parvenue non plus. Il y a du retard aussi là-dessus, ce qui explique qu'on ait aussi cette différence-là à ajouter aux autres raisons. Donc ça veut dire qu'il y aura des travaux qui seront réalisés que l'année, enfin, fortement possible, qui soient réalisés que l'année prochaine. Ah bah, sans doute, oui. Voilà. S'il y a eu des ruptures au niveau, effectivement, comme vous le savez tous, d'une part des augmentations importantes des fournitures bâtiments, etc., et des ruptures dans certains domaines au niveau du bois, de l'aluminium, enfin bref, on est tous conscients que le confinement et ses conséquences a perturbé la réalisation, effectivement, de certains investissements et repoussé, effectivement, la bonne exécution. Il n'y a pas de rupture dans la construction en terre en ce moment, donc ça serait l'occasion de faire construire un peu plus en terre. La terre de chez nous. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va passer aux questions diverses, si vous voulez, au niveau de... Est-ce que vous avez des questions diverses, mesdames et messieurs les élus? Moi, j'ai pas une question particulièrement. Vous pouvez mais parler dans le micro. Pardon, Parlez dans le micro. vous m'entendez pas? Non. Ça va mieux? C'est Ok. bien là, c'est super. Très bien, merci. C'est C'est pas bon. une question, c'est simplement une demande. Alors, sauf erreur de ma part, c'est concernant l'audit KPMG, l'audit RH qui a été fait sur l'organisation du service. On a eu une présentation il y a quelques mois là. On n'a pas eu le rapport d'audit. Est-ce qu'il serait possible de l'avoir? Bien sûr, oui. On l'a pas eu. Ah bon? Ah, vous ne l'avez pas diffusé ici? Non? Bah, il me semblait l'avoir qu'on avait... Je dirais que non, moi. Alors, voilà. Ah d'accord. C'est quelque chose qui pourrait nous intéresser parce qu'on a eu une restitution effectivement par quelqu'un de chez KPMG. là. KPMG, oui, Madame Poupard, Mais oui. voilà, moi j'aimerais bien regarder à nouveau les projections et avoir le rapport, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Monsieur Lemotte. Moi, c'est juste une petite intervention pour dire que à la fin de l'année, il y a un généraliste en moins à Vezin-le-Coquet. Que donc nous sommes à 3 équivalents temps plein pour 6500 habitants et qu'il n'est pas exclu que si rien ne se passe, il n'y a plus que 2 équivalents temps plein d'ici 2-3 ans, voire un équivalent temps plein d'ici 3-4 ans à Vezin-le-Coquet. Donc je ne demande pas de réponse aujourd'hui, je souhaite que la municipalité s'interroge fortement sur son rôle dans cette problématique qui s'annonce, enfin qui s'annonçait depuis longtemps. Hein. Je suis un peu un spécialiste de les questions puisque j'ai écrit un bouquin basé sur cette question de la démographie médicale il y a 12 ans. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est très mauvaise. Il y a 800 patients, notamment des personnes âgées du docteur Chevalier, qui vont chercher un médecin traitant et je pense qu'ils ne vont pas en trouver parce que à Vezin-le-Coquet, c'est clos. Sur les communes avoisinantes, c'est clos. Et que le problème va se renouveler dans 2, 3, 4 ans. 4 ans si je prends ma retraite, peut-être 1 an si j'ai un pépin de santé. Et puis... donc il y a un autre collègue dont je ne sais pas ce qu'il fera, et puis une troisième collègue qui a toujours dit que si elle restait toute seule, elle partirait. Donc c'est juste une information au conseil. Merci de m'avoir écouté. Ok, alors il est vraisemblable, je ne vais pas m'engager, mais que vous serez invité à une réunion assez rapidement. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ben, écoutez, je vais considérer que le conseil municipal est clos. Je ne sais pas, dans l'assistance... Juste une petite remarque, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu. Mon texte fait partie du conseil municipal, même si l'appel a été fait secondairement. Il a été enregistré. Merci beaucoup. Je pense que vous avez apprécié ma réponse. Ok. Bien, donc le conseil municipal est clos. Merci. Je vais vous laisser voir dans le public s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Et c'est intéressant et c'est bien pour nous aussi de voir que le public est enfin revenu au sein de la salle du conseil municipal. Merci aux élus qui ont participé à cette soirée, un petit peu bousculée, hein, on a eu des petits soucis parce que une charge de travail importante, donc des petits dérapages. Merci.